Bonjour, alors là on revient sur les talks, talks, et cette fois le sujet ça va être sur la finance islamique. Donc la plupart de nos vidéos sont des vidéos sur l'indépendance financière, l'immobilier, la bourse, l'indépendance d'une manière générale. Une question qui se pose, c'est par rapport à la finance islamique, on sait très bien que c'est la tendance, surtout dans un certain nombre de pays, donc la Malaisie, UK, des pays arabes aussi. En France, ça a commencé. Est-ce que ça a pris? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. C'est pour ça aussi que nous avons Tariq avec nous. Alors, très rapidement, je présenterai Tariq, mais je le laisserai se présenter lui-même parce qu'il a un très beau parcours. Et donc, voilà. Donc, Tariq, c'est un ingénieur de formation. Déjà, c'est un détail qui est important. Et par la suite, il a poursuivi son parcours en tant que docteur dans la finance islamique. Il est conférencier, auteur de plusieurs livres sur la finance islamique et aussi il a une activité culturelle et cultuelle. Il est aussi à la tête de pas mal d'associations qui font dans ce domaine-là. Donc, je rends la parole à Tariq et je te remercie énormément pour être présent avec moi et avec nous, toutes les personnes qui nous regardent. Je sais que tu n'as pas le temps d'habitude, mais c'est vraiment, je suis très, je te remercie énormément. Donc, est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement? Et puis après, on passe à la question, entre guillemets, la question choc que j'aimerais bien te poser. Parce que je rappelle pour ceux qui nous regardent, le but, c'est pas de faire une vidéo ou bien une énième vidéo sur la finance islamique, pour parler un peu des notions que tout le monde connaît, qu'on peut googler, mais d'avoir le retour d'un praticien, d'un théoricien d'abord, et d'un praticien, que tu es Tarek, sur les questions qui reviennent tout le temps de la part d'investisseurs qui nous regardent et dont je fais partie. Donc Tariq, qui es-tu déjà? Alors, merci Mehdi pour ton aimable invitation. Je pense que le sujet est passionnant. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. J'ai un double parcours, on va dire une double casquette. La casquette, évidemment, que tu as mentionnée, et aussi une casquette de docteur en sciences des religions, la relation entre le fiqh et la spiritualité. J'ai plusieurs sites, plusieurs associations. Je gère aussi Sifiad CoSAS, dont je suis le président et Sharia Board connu qui a certifié pas mal de produits conformes à la finance islamique. On était dans la commission Paris en place de la finance islamique à l'époque avec Madame Christine Lagarde quand elle était ministre des Finances. Et on a été, entre guillemets, en toute modestie, des pionniers de la finance islamique en France à l'époque, où elle était vraiment un sujet d'actualité pour la France au niveau du gouvernement français, puisqu'il s'agissait à la fois de capter on va dire les capitaux moyen-orientaux, mais aussi post-crise 2008, de répondre à un principe éthique, à un besoin, on va dire, de la moralisation de la finance en mettant l'accent sur ce qu'on appelle l'économie réelle, sur ce qu'on appelle la finance participative, solidaire, responsable. Et donc, la finance islamique fait partie du grand cercle de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Donc, elle met à l'honneur l'éthique avec des principes, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, des principes dits positifs et un screening négatif également. Et on est, comme Sharia Board Sifi, comité indépendant de finance islamique que je représente, le garant, entre guillemets, des produits de cette finance islamique. Et chaque produit bénéficie d'un certificat pour qu'il soit justement conforme, un certificat qui après étude de son dossier, confirme qu'il est à tout point conforme avec ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, le droit des transactions, et évidemment s'inscrit dans le droit français. Ça, c'est très important à dire, puisque avec les travaux à l'époque de Mme Christine Lagarde, on a inscrit cette finance dans le droit français, dans le droit positif, avec des fiches doctrinales sur, par exemple, des opérations comme Murabaha, comme Soukouk. Il y avait même un projet de Soukouk souverain au niveau de la France, avec une émission assez importante. Et puis, on travaille récemment, là, actuellement, sur des projets Moucharaka dégressifs, sur des services, on va dire, assimilés à de la néobanque, sur des comptes en or, des comptes dits conformes, depuis un certain temps. Et puis après la certification, on parle d'audit, c'est très charaï, l'audit qui est un point très important qui confirme, après la certification, que le produit continue à être conforme en tout point à la finance islamique dans le temps. C'est-à-dire, on ne va pas donner un certificat à un client et au revoir. Non,
il est certifié, puis ensuite, il est audité à fréquence régulière. Ça peut être semi-annuel, ça peut être annuel, ça dépend de la profondeur de la question. Et on est aussi en relation avec la CPR, avec l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui prend nos rapports à ce sujet-là. Et on continue à travailler sur cette niche. C'est un marché de niche, je le rappelle, sur cette niche précieuse qui a ses clients, qui a ses fidèles, et qui est tout à fait, entre guillemets, en bonne entente avec le droit français, dans le droit français. Ce n'est pas une finance à la marge. Donc, on est vraiment, on en est fiers parce qu'il s'agit aussi de l'ingénierie financière. C'est une intelligence qui répond à un besoin bien particulier, pas seulement des musulmans, mais de toute personne qui souhaite, entre guillemets, moraliser la finance, donner à la finance une cible, un objectif et effectivement un but qui va au-delà du but lucratif, qui est justement d'investir conformément à un certain nombre de principes. Ça fait bien de rappeler que c'est la finance islamique, mais c'est pas forcément que pour des musulmans. Ça reste de la finance. Donc tous ceux qui s'intéressent aux principes peuvent très bien faire. On ne chante pas de prière avant que notre dossier soit accepté, ça c'est sûr et certain. Alors merci beaucoup pour cette présentation, parce que j'ai déjà des questions, rien que de la présentation, mais je vais essayer de canaliser mes questions pour qu'on reste un peu dans la same box. Alors, on commence par la question, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais on va dire c'est celle qui tourne le plus sur la street de l'investissement, si j'ose l'appeler comme ça. Moi, quand on me dit finance islamique, systématiquement, je vais penser au crédit, entre guillemets, islamique. Et aujourd'hui, j'ai un problème avec ça. Parce que finalement, sachant qu'il n'y a pas, à ma connaissance, tant que ça, des acteurs de la finance islamique qui proposent des crédits islamiques, je parle bien de la France, mais le cas du Maroc n'est pas très différent de ça. Euh, Quand on fait le calcul, c'est tellement cher ce que ça va revenir que finalement, ok, peut-être c'est du crédit islamique, mais c'est pas un crédit très musulman, dans le sens avec un retour intéressant qui est assez juste, etc. Alors, je connais déjà les arguments parce que j'étais déjà en contact avec l'acteur principal en France que tout le monde connaît. On va pas en parler bien sûr, mais bon voilà. Il y a des arguments du genre, ça coûte assez cher parce que c'est un intermédiaire, il a besoin d'acheter le bien si c'est un bien immobilier par exemple, et après il va le revendre à la personne. Donc rien que sur ça, il y a des frais, ne serait-ce que les frais de notaire, etc. etc. Et c'est ce qui fait que finalement, ça coûte cher. Ça, je comprends très bien. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques l'état d'art actuel de ce crédit islamique qui est juste onéreux. Qu'est-ce qu'il a d'islamique en fin de compte? Est-ce que c'est pas juste on va acheter une conscience en payant beaucoup plus cher le crédit que ce que j'aurais payé avec une banque, on va dire classique, sachant que, et là j'ai pas envie, je suis pas en train de halaliser ou d'interdire le crédit bancaire, c'est juste que on sait qu'il y a des ulama, des savants, qui disent que prendre un crédit pour sa résidence principale, il n'y a pas de souci. Si c'est pas de l'investissement immobilier, si c'est que la résidence principale. Donc j'aimerais bien comprendre, vu ta double culture d'investisseur, d'ingénieur, mais aussi de docteur et de savant, pourquoi aujourd'hui je suis censé laisser de côté cette fatwa pour la résidence principale et aller peut-être prendre une mauvaise aventure avec un crédit qui coûte énormément cher, qui remet en question toute la rentabilité. Alors, merci Mehdi pour cette question que je trouve très intéressante parce qu'elle est réaliste, elle exprime un ras-le-bol général de beaucoup de nos coreligionnaires français et françaises. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne suis pas d'avis d'associer la finance islamique à l'achat d'une résidence principale ou un crédit. Comme je l'ai expliqué dans mon livre intitulé Comprendre la finance islamique aux éditions Les Quatre Sources, qui commence à dater déjà, qui synthétise un peu cette question. C'est sur Amazon, Euh, ça se vend où? C'est dans les oui, bibliothèques? ça se trouve partout. Ouais, ça se trouve partout, il n'y a pas de souci. Mhm. Donc, comme je l'ai bien expliqué, réduire la finance islamique à un achat de son appartement ou de sa maison, c'est vraiment, ça relève de l'ignorance d'une part, et c'est une double erreur. Premièrement, parce que justement, la finance islamique, c'est un système.
c'est des principes, c'est investir autrement, réfléchir autrement. Et deuxièmement, c'est tout sauf le crédit. Je m'explique. En finance islamique, on met l'accent sur ce qu'on appelle l'économie réelle, le principe des 3 P, partage des bénéfices, des profits et des pertes, sur l'interdiction du riba, sur l'interdiction du gharar, du messil, très connu. Et puis on a des indices aujourd'hui, le Danger Islamic Index, le Standard & Poor's Islamic Index, etc. On a des valeurs. Il y a justement matière à utiliser la finance islamique pour des produits à valeur ajoutée, à la fois valeur ajoutée financière et valeur ajoutée sociale, éthique et solidaire. Par exemple, le projet de Waqf, par exemple, des projets de, comment on appelle ça, de zakat, pays de zakat, des projets de takaful, ce qu'on appelle ta'min takafuli ou l'assurance islamique, pour justement des buts et des objectifs nobles qui sont apporter de la valeur, investir autrement. Et dans ce cadre-là aussi, on peut parler de la musharaka dégressive, Des exemples de la d'investissement société. d'investissement rentable. Je ne parle pas de l'Waqf et de. C'est-à-dire des investissements qui ramènent de l'argent. Outre le Waqf et tout ça qui est un peu du caritatif, du non caritatif. Oui, alors le Waqf, il peut ne pas être caritatif aussi. Alors, ce qu'on appelle le Waqf al-Nami, ce qu'on a fait par exemple avec, avec une grande fondation qui est internationale basée à Dubaï, que j'ai eu l'honneur évidemment de représenter, qui est l'organisation internationale, International Organization of the Waqf. Et je rappelle à ce sujet-là, chaque année, il y a effectivement un baromètre. Et alhamdoulilah, pour l'instant, je suis dans ce classement des 100 personnalités les plus, on va dire, influentes sur l'Islamic à 500. Et justement, parce que on travaille sur des projets à haute valeur ajoutée sociale, à haute valeur ajoutée sociétale, à haute valeur ajoutée environnementale. J'ai parlé de Waqf Nami, Waqf qui va justement servir à financer, par exemple, des écoles, qui va servir à financer des lieux de culte. On a aujourd'hui en France la problématique de financement indépendant des lieux de culte. Le Waqf est une solution merveilleuse parce que elle est indépendante, elle est made in France, et une autre façon aussi de financer les lieux de culte et les écoles, plus généralement les institutions, indépendamment, c'est par exemple le Sukuk, le titre participatif. On a fait des vrais projets de financement, on a pu lever des fonds pour financer des institutions indépendantes. Qui parlent d'institutions indépendantes et de financement du lieu de culte. Dans l'actualité également, on peut parler de projets environnementaux. On parle aujourd'hui de dérèglement climatique, de problèmes écologiques. Eh bien, la finance verte, dite islamique, est aussi une des solutions. On avait contribué à cela à travers un sukuk énergie renouvelable, c'est-à-dire on a émis dans le cadre d'une société en participation, c'est dans un cadre de fonds commun de titrisation, SFV, voilà, une émission de titre nominal pour être, entre guillemets, détenteur, copropriétaire d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie verte, c'est-à-dire l'énergie non polluante, et contribuer ainsi à l'effort collectif dans l'écologie. Ça, c'est de la finance islamique intelligente. Ça, c'est de l'ingénierie financière islamique. Quant au crédit, pour moi, je ne le mets pas dans en tout cas dans les priorités de ce que peut apporter la finance islamique. Pour la simple et bonne raison, je ne le répéterai jamais assez, Alors, que la excuse-moi, base même… juste une question Oui. avant de revenir sur le crédit, parce que je sais que c'est le plus important. Mais Oui. jusque-là, tu m'as donné des exemples de projets dans la finance islamique qui sont des projets, j'ai envie de dire, pour la bonne cause. Mais Oui. est-ce qu'il y a moyen d'investir avec la finance islamique très terre à terre? C'est-à-dire, moi, je mets un montant, j'investis Oui. avec et j'ai une rentabilité. Est-ce que la Bien finance sûr, islamique répond à ça? par exemple, le projet Sukuk énergie renouvelable, on était sur du 7,5%.
le projet Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui, Ok, c'est un ça rentre rendement sens. annuel qui n'est pas garanti, qui est attendu. On était sur d'autres projets de rendement locatif, pareil, qui allaient jusqu'à 14%. On était sur des projets, entre guillemets, compte or, ce qu'on appelle l'utilisation de l'or comme valeur monétaire, physique, l'or physique, sur des rendements du marché. On était sur Ethical Funds of Funds, qui est une SICAV islamique composée de 70 fonds sur un rendement qui fluctue entre 7 et 14, voire 15% annuel. Donc, on parle ici d'investissement. Je n'ai pas parlé du caritatif pur. C'est de l'investissement. C'est vraiment du business. Mais fait autrement. Avec Sukuk, avec Musharaka, qu'elle soit dégressif ou absolu ou relative, avec le Waqf Nami, le Waqf investissement. On a aussi le cash Waqf qu'on a fait avec Waqf de Nouvelle-Zélande, New-Zélande, sur la question de Aid Charity, par exemple. On a utilisé un élément important qui a fait du sacrifice et le gaspillage qui est fait autour de cette viande et de cette laine et tout ça, pour la transformer en valeur qui va drainer, entre guillemets, le financement des institutions et des lieux de culte. Plein de projets comme ça qui vraiment, pour nous, on en est très fiers parce que, premièrement, c'est de la valeur ajoutée, pas seulement financière, mais également sociale et environnementale, donc responsable. Et deuxièmement, on a voulu être pilote, on a voulu être modèle, locomotive, pour donner aux gens vraiment le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est pas juste remplacer un crédit à intérêt, un crédit avec des taux machin, avec une espèce d'achat-vente avec marge bénéficiaire et effectivement, comme vous avez dit, très cher, donc qui rebute et qui donne une très mauvaise image de la finance islamique parce que tout le monde aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, je ne le répéterai jamais assez, les gens associent malheureusement la finance islamique à l'achat de la maison ou à l'emprunt qu'ils appellent halal. Ça n'a rien à voir. La finance islamique, c'est un système, c'est un tout, c'est un investissement avec des valeurs. Et pour terminer sur le crédit, parce que c'était ça le fond Excuse-moi, de ta question excuse-moi. aussi. Parce que Ouais. là, c'est tellement passionnant ce que tu dis, et tellement, enfin, je découvre tant de choses que finalement, ça me fait réagir, même si on était censé parler de ça après. Mais c'est toujours comme Oui. ça, on commence un sujet, quand c'est passionnant, forcément, Vas-y, je t'en on prie, je t'en respecte prie. pas le plan. Et tant mieux, c'est le Oui. but. Alors, là, je comprends, et tu me dis si je me trompe, et je pense que je me trompe, que les investissements qui sont proposés par la finance islamique, ce sont des investissements qui vont se faire d'une manière groupée dans le sens, c'est des SICAV, c'est des fonds, une sorte de crowdfunding un peu, si on peut chercher, si on veut chercher une Il y a analogie. du crowdfunding aussi, oui, il y a de ça, mais pas que, c'est pas exhaustif. Il y a plein de modèles, plein de projets, plein de ce qu'on appelle contrats, ou même contrats composés, ou même produits et opérations qui se font, mais avec des critères, encore une fois, éthiques, des critères qui respectent les intérêts des deux parties contractantes. Il n'y a pas de lésion, on ne lèse pas, la darara ou la dirar, et il n'y a pas d'aléa, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat qui dépend d'un événement aléatoire, il y a du respect et du gain des deux côtés. Il Ok. n'y a pas d'abus de confiance ou d'abus d'une partie sur une autre, et il n'y a pas non plus ce qu'on appelle les jeux à somme nulle. Il faut que tu perdes pour que je gagne, etc. C'est des principes qui me paraissent simples, mais dans leur application, effectivement, anoblissent, je dis bien anoblissent l'investissement. Le crédit, très simplement, quand on parle de Excuse-moi, crédit, encore, je suis vraiment désolé, mais c'est parce que j'ai pas fini oui, ma question. Mais du oui, coup, mais du coup, parce que là, ce que j'étais en train de dire, c'est que ce que je comprends, c'est que la finance islamique peut m'aider dans le sens où il y a, genre, il y a un organisme, on va dire, euh, oui. sur lequel je vais mettre, ou bien dans lequel je vais mettre mon argent, et c'est lui qui va gérer, c'est lui qui va vérifier que c'est Islamic Finance Friendly, si Alors, on il y a veut une l'appeler comme ça. séparation. Il y a une séparation parce que l'organisme, tout à l'heure, tu as dit un mot qui ne me convient pas. Moi, je ne suis pas investisseur. Quand on est SIFI, quand on est chalet à bord, c'est comme le commissaire aux comptes ou c'est comme le régulateur. Il ne peut pas être juge et partie. C'est-à-dire, il faut éviter le conflit d'intérêts. On reste indépendant, on juge le produit. Les gens viennent vers nous pour certifier un produit, pour auditer un produit, voire même
Ça, c'est ce qu'on appelle l'industrie de transformation, voire même l'industrie de l'innovation, c'est-à-dire pour créer avec eux un produit ad hoc qui correspond à leur objectif d'investissement ou objectif de vie, tout simplement. De vie, enfin, de vie, quand je dis vie, c'est financière, projet, tout ça. Bon, nous, on vient, soit dans le cadre de l'industrie de transformation, on va donner les guidelines, les principes pour justement transformer le produit pour qu'il soit conforme à cette finance participative et solidaire et responsable, soit on crée ensemble un produit, ce qu'on a fait par exemple dans le cadre du WARF ou dans le cadre de la Moucharaka dégressive pour un certain nombre de clients, pour justement amener notre client à avoir un produit noble, un produit qui correspond à la fois aux valeurs, mais aussi commercialement viable. Comme tu as dit tout à l'heure, si c'est trop cher, je ne vois pas d'intérêt. Je ne vois pas la valeur ajoutée de cette finance islamique si elle est, entre guillemets, rebutante, si elle te rebute et qu'elle ne te donne pas envie d'aller plus loin. Et dans ce cadre-là, justement, nous, on donne notre tampon, mais on n'a pas le droit d'investir dans le produit qu'on a certifié. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de publicité, je ne donne pas de nom et je reste sur, justement, les principes, les fondamentaux et comment on a fait par rapport à ces produits. Évidemment, la certification et l'audit sont indépendants. La personne, après, dans sa politique commerciale, il est libre. Il peut vendre à qui il veut, il peut garder le produit pour un scope donné, mais il est jugé. Il est jugé par nous et il est jugé par le régulateur, la CPR ou l'AMF, selon les cas. Ok, mais est-ce qu'un investisseur lambda, une personne investisseur, est-ce qu'il existe des contrats pour qu'il puisse bénéficier de la finance islamique et il va investir lui-même sans passer par des fonds? Et dans ce cas-là, comment on s'assure que parce que j'imagine, s'il a bénéficié d'une aide, enfin, c'est pas une aide, mais s'il a bénéficié de la finance islamique, c'est que quelque part, il doit s'engager à utiliser cet argent d'une manière qui respecte la finance islamique. Donc, pour l'investisseur lambda ou individuel, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs profils d'investisseurs. Alors, vous avez un investisseur institutionnel, vous avez un investisseur corporate, c'est-à-dire des entreprises, vous avez un investisseur retail, c'est-à-dire vous et moi, des personnes lambda, des autres entrepreneurs, n'importe. Chaque investisseur, il a ses conditions, ses objectifs, son profil. Et il y en a, par exemple, qui vont se dire, moi, j'ai envie de prendre des risques, donc je vais sur ce qu'on appelle la finance de marché, donc des actions. À ce moment-là, ces actions ou ces obligations doivent être, entre guillemets, compliance. Là, on parlera de sukuk pour les obligations islamiques, sukuk. Les actions, on va parler d'actions islamiques donc visées par un sharia à bord, tamponnées par un sharia à bord. S'il n'y a pas un tampon, on ne peut pas investir dedans. Si vous allez dans Bloomberg, par exemple, vous allez faire un filtre pour trouver les valeurs, les actions qui sont validées par un sharia à bord. Et là, effectivement, comme retail, vous pouvez vous-même faire votre course, votre marché. Je m'étends dans telle action, je m'étends dans telle action, tout en sachant qu'il y a évidemment des risques. Donc, c'est pas, vous acceptez ces risques. Donc, à vous de voir quel est votre profil de risque. Est-ce que vous êtes cigale? Est-ce que vous êtes fourmi? Est-ce que vous prenez des risques? Vous êtes plutôt père de famille? Enfin, on appelle ça des profils père de famille. Ça, c'est votre conseiller en gestion patrimoniale ou en gestion tout court, en gestion d'actifs tout court, qui va être votre guide au-delà même de la finance islamique. Après, la finance islamique, c'est un plus, c'est une couche supplémentaire qui vient s'ajouter à votre profil de risque. Parce que justement, voilà, la finance islamique fait partie du système, elle n'est pas en dehors du système. Donc, d'abord, votre profil de risque, quel est votre choix? Est-ce que vous allez sur une finance de marché? Est-ce que vous voulez de la pierre, par exemple, du physique? Est-ce que vous voulez aller sur l'or? Est-ce que vous voulez diluer le risque en allant un petit peu sur ça, un petit peu sur ça, un petit peu sur ça? Ça, c'est votre conseiller en finance, voilà, conseiller patrimonial ou conseiller en gestion d'actifs. Parfois, on parle d'asset manager. Et à partir de là, vous allez dire, tiens, mais je veux, en plus de ce profil de risque, je veux quelque chose qui correspond à mes principes. Et d'où le rôle du sharia à bord, d'où le rôle de ces produits estampillés, labellisés. C'est un label, je dis bien c'est un label. C'est un label qui n'est pas anodin parce qu'il est reconnu par l'État français, reconnu par le régulateur, d'accord, l'autorité des marchés financiers, la CPR, et il permet justement à cette personne-là qui a choisi ce label
d'être conforme avec ces principes et d'avoir ce suivi, cette transparence, parce que le Sharia Board va rendre public son certificat et va rendre public également pour le client la synthèse du rapport d'audit, l'audit Sharia qui est fait chaque année. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la phase investissement. Je ne sais pas si je peux parler du crédit ou pas, mais Ok, vas-y. oui, alors Oui. pour le crédit, je disais que ce n'est pas la pierre angulaire, ce n'est pas l'épine dorsale. Pourquoi? Parce que le crédit, en tout cas pour nous, il est vu autrement que par la finance classique. Si pour la finance classique, c'est le dynamo de l'économie, pour la finance islamique, non. On ne parle pas de crédit, on parle d'investissement. Pourquoi? Parce que le crédit doit être une action solidaire, une action caritative qui n'attend pas de retour pécunier, qui n'attend pas de contrepartie, quelle que soit cette contrepartie d'ailleurs, pécuniaire ou non pécuniaire. Donc, le crédit est perçu pour la religion musulmane comme une aide fraternelle entre les humains en cas de pépin, en cas de problème, et il doit être remboursé sans plus, sans moins. C'est une aide, c'est one shot, donc il ne peut pas être un moteur de l'industrie, il ne peut pas être industrialisé, il reste quelque chose qui doit venir en aide dans une situation particulière, et c'est tout. Maintenant, si on veut faire des profits, on passe par l'investissement. Ce n'est plus un crédit, parce que le crédit, il obéit à des règles, dans les 3 religions monothéistes d'ailleurs, hein, ce n'est pas que l'islam. Et donc, parmi ces règles-là, c'est tout crédit qui va générer un intérêt et du riba. Et donc, cette règle qui peut paraître simple, elle va conditionner tout le comportement de ceux qui veulent respecter cette règle en basant leur attente financière, non pas sur du crédit, mais sur du partage du risque. Du partage du risque. Donc, on accepte le risque et on va partager ce risque. Par exemple, si j'ai un projet immobilier ou un projet de, je sais pas moi, de construction d'usine, au lieu de prendre un crédit, eh bien, je vais m'associer à un pool d'investisseurs et donc on va être copropriétaire du projet ou de la maison ou de je ne sais quoi. Dans le cadre de l'acquisition immobilière, par exemple, ça sera une moucharaka dégressive avec une société civile immobilière créée ad hoc. Et donc, cet achat se fera progressivement. Le pool d'investisseurs rentrera avec moi comme copropriétaire et pourra sortir petit à petit sur une espèce de tableau d'amortissement qui peut durer le temps qu'il faudra. Enfin, ça peut être 9 ans, ça peut être 15 ans selon les mensualités. Et je serai copropriétaire petit à petit. Je vais payer ces copropriétaires pour ce projet-là, soit en étant moi-même locataire et donc bénéficier la SCI, la Société civile immobilière, de ce rendement locatif et générer du profit pour la Société civile immobilière. On n'est plus dans le crédit, on est dans une association, musharaka dégressive. D'accord? Alors, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, mais je reviens juste après une question, puisque tu as parlé du crédit, on va dire, classique. Tu Oui. penses quoi de certaines, je sais pas si c'est des toi, je sais pas, mais de toute façon, je t'y aide, je sais pas comment on peut les appeler, mais il y a des savants qui disent, mais je tiens à le préciser, ce sont des savants de religion, après chacun mettra sa confiance, son degré de confiance ou pas, mais certains, ils sont vraiment imminents, en tout cas, ils sont très médiatisés qui explique qu'un crédit de banque, finalement, ça passe sans problème pour la raison très simple que toi, tu as besoin d'argent, lui, il t'a donné l'argent, il a pris le risque, et ben, tu as monté ton entreprise, ton investissement, tu as gagné de l'argent, c'est tout à fait normal qu'il se back-up et qu'ils mettent des intérêts dessus. Et dans leur explication, c'est que le crédit bancaire ou immobilier, surtout bancaire, ça a été mal traduit en arabe. C'est pas riba, je sais pas comment ils le traduisent, mais en gros, ils disent que riba, c'est l'usure. Or, le crédit bancaire, c'est pas l'usure, c'est autre chose, et ils ont une traduction différente. Et à partir de là, on peut dire que le crédit bancaire, eh ben, il n'y a aucun souci, c'est une forme d'association. Un Non, ce n'est commentaire? pas une forme d'association parce que tout simplement, très simplement, on peut être. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Hein. Il y a, les gens font ce qu'ils veulent et chacun suivra ce qu'il voudra en fonction de sa conscience et de son contexte.
Mais moi, je dis tout simplement, si on veut parler scientifiquement, historiquement, là, on n'est pas dans une association pour la simple et bonne raison que vous êtes, entre guillemets, le débiteur et la banque le créancier. C'est vraiment, les termes sont choisis. Et la banque, elle s'appelle établissement de crédit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque ne prend pas finalement de risque, puisque ne donne pas le crédit à n'importe qui déjà. Faut être solide financièrement et il faut avoir des garanties ou hypothéquer la maison, donc on appelle l'hypothèque garantie réelle ou garantie personnelle. Et donc, c'est pas une association, c'est pas une société. La banque sait faire aussi des contrats de société, mais là, c'est pas un contrat de société, c'est vraiment une contribution passive, c'est-à-dire elle n'est pas active avec vous. La preuve, c'est qu'elle ne va pas s'intéresser au bien en lui-même, elle ne fait rien avec ce bien. Vous donne le chèque, vous allez payer le propriétaire, c'est terminé. Après, imaginons même que le bien est détruit ou je ne sais pas ce qui se passe, le crédit continue. Le crédit continue parce que c'est un crédit qui est engageant jusqu'à son échéance. Donc, il ne faut pas induire les gens en erreur en faisant croire qu'on est dans une association. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une société, parce qu'une société en termes juridiques, c'est une prise de risque des deux contreparties pour réaliser un projet. Or là, c'est très différent. Le crédit en tant que tel, c'est le créancier et le débiteur avec un taux qui s'appelle un taux d'intérêt qui n'a pas une relation avec l'actif sous-jacent. Il n'a pas une relation avec l'actif sous-jacent. Le taux d'intérêt, il est calculé non pas en fonction de l'actif sous-jacent, mais en fonction de votre situation financière à vous. Si vous avez les garanties suffisantes, si vous avez ce qu'on appelle le reste à vivre qui est important ou pas, etc. Ce n'est pas du tout le même calcul pour cela. Et si on revient à l'historique du crédit, à l'aube de la révolution industrielle, on était dans le monde judéo-chrétien, il faut le rappeler, on était dans le monde judéo-chrétien et il a fallu financer cette révolution industrielle. Et donc, ils sont partis voir un évêque pour lui dire, écoutez, monsieur, on sait que le christianisme interdit les crédits avec un intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, l'évêque a réfléchi et il a donné une espèce de fatwa, hein, j'emprunte le mot, je fais exprès, pour dire, écoutez, on va couper la poire en deux. On va dire que de tel montant ou de tel taux à tel taux, on appellera ça un taux d'intérêt. Et de tel taux à tel taux, on appellera ça un taux d'usure. Au-delà, on appelle ça un taux d'usure. Donc, le taux d'usure dans le droit français, dans le droit européen, il est interdit. Et le taux d'intérêt, il est toléré, il est accepté, il est même réglementé, avec évidemment, ça dépend de la situation, ça peut être même un taux négatif, comme on l'a vu ces dernières années. Donc, il s'agit simplement de crédit, dans le vrai sens du terme, mais avec un surplus qui est justement le délai qui correspond au délai de facturation du crédit. Plus ce délai est important, plus le taux est important, vous le savez. Donc, il y a eu vraiment une dépendance, non pas à l'actif sous-jacent, non pas au projet que vous êtes en train de mener, mais vraiment à une facturation du délai de crédit qui n'a rien à voir finalement avec l'actif sous-jacent qui est la maison, qui peut être un projet, qui peut être, je ne sais pas, votre boulangerie, n'importe. Ce n'est pas l'actif en lui-même qui rentre dans le calcul du taux, c'est d'abord et avant tout votre situation à vous, financière, et le délai accordé pour le remboursement, ce qu'on appelle une contrepartie du délai de la facturation ou la contrepartie du délai du crédit, c'est la facturation du délai crédit, facturer le délai du crédit. Donc, c'est une contrepartie, c'est de l'argent contre de l'argent, ce qu'on appelle dans le droit islamique, c'est un emprunt nu. On appelle ça dans le jargon juridique un emprunt nu. D'accord? Alors, dernière question sur le crédit immobilier, ou bien le crédit d'une manière générale, et après on poursuit. Alors, à la base, ça c'est pour les gens qui nous regardent, on était censé faire une vidéo de 10 minutes, peut-être de 30 minutes grand max, mais comme d'habitude, quand c'est intéressant, impossible de gérer le time box. Dernière question sur ce point-là. On sait très bien que l'islam, c'est une religion intelligente.
et où Oui. chaque décision est régie, quand on fait l'effort, par une réflexion derrière et un intérêt à la personne. Mhm. Alors, aujourd'hui, on sait Ce que, qu'on appelle, Mehdi, ce qu'on appelle, Mehdi, al-maqasid, les objectifs nobles. oui, fiqh al-maqasid. On sait Tout à fait. qu'aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la France, c'est quand même difficile pour les gens, entre guillemets, ordinaires, de s'enrichir par les différents moyens de s'enrichir, notamment l'entrepreneuriat, bon, les impôts. Et il y a un moyen de s'enrichir qui est simple, c'est l'investissement immobilier. Sauf que ça se Mhm. base sur le crédit. Mais si on suit cette voie-là, eh ben c'est très simple. J'ai un CDI ou bien j'ai une bonne situation, je vais avoir le premier crédit, je vais l'investir dans LMNP ou bien dans tout ce qui est location. Après, si je fais bien les choses, ça va devenir un actif. Je peux revenir avoir un deuxième bien, un troisième, quatrième, cinquième. Au bout de 20 Mhm. ans, à partir de rien, je suis devenu un multimillionnaire. Donc, pourquoi moi je vais, bien sûr, on est d'accord On que vous le chacun fait souhaite, comme il Mehdi, peut. hein. On te le souhaite. Oui, moi je le fais pas, mais pour plusieurs raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Non, on te le On souhaite de parle. devenir millionnaire, Oui, millionnaire, c'est voire ça. même milliardaire, hein. C'est, ouais. J'espère, moi aussi, hein, pour nous tous. Bah, du coup, l'idée, vraiment, la question, parce qu'il revient tout le temps, pourquoi on s'en prive, sachant que chacun fait comme il veut, bien entendu, et finalement, c'est une religion intelligente, et après, on va faire du bien. Après, de toute façon, il y a Zaka, il y a Sadaqat. Bon, je pense que tu m'as compris. Donc, j'aimerais bien Ah, avoir non, mais ton commentaire. la question est très claire, Mehdi. La question est très claire et elle est intelligente. Moi, je te dis tout simplement, moi, je n'ai jamais dit qu'il faut se priver. Jamais vous n'entendrez de ma bouche que j'ai dit qu'il faut se priver. Au contraire, l'islam ne condamne pas la richesse. Au contraire, la richesse, ça peut être évidemment quelque chose d'intéressant si la personne qui a cette richesse l'utilise à bon escient, l'utilise dans le bien. Voilà, ça c'est une évidence. Maintenant, comment acquérir cette richesse? Comment réussir à concilier entre tes principes, qui ne sont pas des principes bêtes ou des principes juste pour te contraindre, non, loin de là. Des principes, comme tu l'as dit, intelligents, et des principes qui visent ton intérêt, pas seulement à court terme, mais à moyen et long terme. C'est surtout ça, la finance islamique, c'est du long-termisme, long terme. Comment concilier entre ces principes-là et ton besoin légitime de t'enrichir, d'aller vers l'avant, de contribuer positivement dans ta société, voilà, de faire des projets multiples et variés. Pour les concilier, c'est très simple. Il faut qu'on soit plus solidaire. Il faut agir en groupe. Je donne des exemples des amis au Canada qui ont réussi à faire, entre guillemets, entre eux, des sociétés civiles immobilières pour gérer les parcs immobiliers et derrière faire du rendement locatif défiscalisé. Je donne des exemples d'amis, d'anciens élèves qui sont maintenant en Espagne, qui ont fait pareil, des projets magnifiques tout en étant, entre guillemets, intelligents et tout en respectant les principes que j'ai annoncés tout à l'heure. On peut faire plein de choses intelligentes si et seulement si on n'est pas chacun pour soi. On n'est pas individualiste. On peut, si moi, j'ai pas beaucoup d'argent, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, l'autre, il n'a pas beaucoup d'argent, ensemble, on peut justement, dans le cadre d'une SCI, Société Civile Immobilière, dans le cadre d'une SCIC, dans le cadre d'une SEP, dans le cadre de plein, il y a plein de montages juridiques qu'on peut faire, ils sont très simples, même dans un cadre associatif, il y a plein de belles choses qu'on peut faire, qu'on peut initier dans le monde agricole, enfin, dans l'immobilier, dans l'achat-vente des matières premières, même dans la finance de marché. Il y a plein de belles idées qu'on peut faire, mais à condition, voilà, de jouer groupé. De jouer groupé, puisque, comme je disais, individuellement, vous n'avez pas les moyens, mais collectivement, si vous êtes intelligent, solidaire, et vous réfléchissez de façon plus globale, à un intérêt plus subtil, plus long-termiste, vous pouvez changer la donne et vous pouvez créer votre propre système noble, comme certains l'ont fait. Hein. J'ai plein d'exemples en tête, mais ma déontologie m'interdit de faire la publicité. Mais il y a plein d'exemples qui ont réussi en France et ailleurs à montrer qu'il est possible d'investir autrement,
parce que d'abord, c'est votre liberté contractuelle. Et ensuite, parce qu'on joue groupé. On n'est pas, encore une fois, individualiste. D'ailleurs, c'est quoi la différence que tu mets entre la finance participative et islamique? Parce que parfois, c'est assez éloigné. En fait, vous voyez le grand cercle qui s'appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et puis après, à l'intérieur de grand cercle,